Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, ça marche. Bon, écoutez, je renouvelle mon bonjour. Je vous remercie d'être venu aussitôt et d'avoir traversé Blois pour venir nous écouter. Je vais faire une intervention préliminaire pour présenter la Fondation Laffu qui est à l'origine de cette table ronde. La Fondation Laffu a pour sous-titre Passeurs d'histoire et elle a des activités qui sont tournées vers l'insertion des publics jeunes au moyen de l'histoire. Et nous avons différentes activités. Nous décernons un prix littéraire tous les ans qui a été attribué cette année à Laurent Joly pour la rafle du Veldiv. Nous avons des concours à destination des jeunes publics primaires, collégiens et lycées qui s'appellent le Petit Laffu, dont le thème cette année, si ça vous intéresse, le prix est doté, je le dis aux enseignants. Sport, sportif et histoire. Et puis enfin, autre élément saillant, un prix de la BD historique qui sera remis à Versailles le 25 novembre prochain. Donc nous remercions la Fondation qui a permis cette table ronde possible et vous trouverez peut-être en sortant quelques flyers qui expliquent ce qu'on fait et éventuellement vous pouvez faire un don défiscalisé. Je remercie aussi les intervenants qui sont là ce matin. Tout d'abord, Lidwin Scordia, qui est professeur à l'université professeur d'histoire médiévale à l'université de Rouen, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un que j'ai vu certainement ici à Blois, donc vous pourrez vous procurer après, qui s'appelle 11 énigmes de Louis XI aux éditions Vendémiaire, qui était publié en 2021, et Pierre Chouanet, Le Rosier de la guerre, et qui va paraître en 2023. Monsieur Gérard Sabatier, à gauche, qui est professeur émérite des universités. Monsieur Philippe Chassaigne, professeur des universités à Bordeaux, qui est spécialiste du Royaume-Uni et qui a deux ouvrages à vous proposer ce matin. Une histoire de l'Angleterre, au Champ Flammarion, publié en 2020, et La Reine Victoria, Folio Gallimard, 2017. Enfin, Monsieur Amable Sablon du Corail, qui est conservateur général des Archives nationales, qui nous vous propose aussi de prendre connaissance du Moyen-Âge au travers de deux ouvrages. Le premier, La guerre de 100 ans, apprendre à... J'arrive pas à me relire. À vaincre, pardon, aux éditions du Passé Composé paru en 2022, et en poche, Louis XI, le joueur inquiet, qui est paru en 2023 aux éditions Alpha. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à cette notion de funérailles et d'hommage national. On va se placer dans une sorte de temps long en Europe, et voir comment ces cérémonies prennent place et quels sont leurs intérêts à la fois pour son promoteur, mais peut-être vis-à-vis de ceux qui la reçoivent. Pourquoi ce thème et pourquoi est-ce que nous l'avons choisi? C'est parce qu'il y a une forme d'actualité. Je vais passer tout de suite la parole quelques instants à Philippe Chassaigne, puisque nous avons eu il y a un an les funérailles de la reine Elisabeth II qui semblent cocher pas mal de cases, à la fois une cérémonie qui est nécessairement politique puisqu'il y a transmission du pouvoir, mais aussi des rites anciens, parfois incompréhensibles pour nous de nos jours, enfin, sauf évidemment pour les spécialistes. Moi, j'étais très impressionné par la baguette qui est cassée au-dessus du cercueil à la fin de la cérémonie, et qui va nous permettre peut-être de poser une problématique avant que je revienne sur une première définition des funérailles et de l'hommage. Oui, merci beaucoup. Oui, donc nous sommes un an et quelques semaines après les funérailles de la reine Elisabeth II. En fait, ces funérailles, elles suivent un déroulement qui n'est pas si ancien que cela en réalité, puisque ce sont les funérailles de la reine Victoria qui ont édicté le modèle, donc en 1901, qui a ensuite déterminé les façons de funérailles d'Édouard VII, George V, George VI et Elisabeth II ont été réalisées. Alors c'est vrai que il y a toute une série de cérémoniaux qui eux sont plus anciens. Donc peut-être on peut aller à la dernière diapositive qui est celle d'Elisabeth II.
Voilà. Et bon, en revanche, pour ce qui est le cercueil porté, enfin drapé dans l'étendard royal, la couronne sur le cercueil, bon là effectivement c'est depuis le règne de Victoria que c'est mis en place. Bon, lorsque j'ai suivi les funérailles à la télévision, j'étais très attentif parce que là, au moment des obsèques des funérailles de George V, la couronne était tombée du coussin. Et pendant la procession, et donc son fils Édouard VIII a considéré que c'était un très mauvais présage. Il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Et bon, 11 mois plus tard, il abdiquait. Non, là, la couronne, elle est bien fixée. C'était tout à fait visible. En revanche, bon, là, le cercueil est porté par des militaires, mais lors de la procession, le cercueil est tiré par des marins sur une prolonge d'artillerie. Alors peut-être on peut justement la remonter aux funérailles de Victoria. Non, encore avant. Ça, c'est Édouard VII. Voilà. Et, ouais, non, là, pardon. La 3. Encore après. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, là, nous voyons, bon, j'ai sur mon ordinateur, mais j'ai pas de curseur. Donc là, nous voyons, c'est la première diapositive, la première photographie sur la diapositive, c'est la procession funéraire à Londres. En fait, elle passe devant Apsley House, donc la maison du duc de Wellington. Et voilà, donc on a cette immense procession funéraire. La reine Victoria était décédée, vous le savez peut-être, sur sa résidence de Osborne House, sur l'île d'Osborne. Et donc, il a fallu ramener le cercueil à Londres. Bon, ça, c'est la diapositive présente, qu'elle reviendra probablement ensuite. Mais c'était qu'elle avait voulu que son cercueil soit posé sur un affût de canon, puisqu'elle était fille de militaire. Son père, duc de Kent, était militaire. Il avait même été gouverneur général du Canada britannique. Donc il y a cette dimension militaire qui a été conservée pour tous les souverains après la reine Victoria. Et pour ce qui est d'Élisabeth II, il y a à la fois la dimension cérémonielle, mais il y a aussi l'émotion populaire. Hein. En 70 ans de règne, en plus elle décède quelques semaines, enfin peu de mois après la célébration de son jubilé de platine. Et donc il y a à la fois l'aspect cérémoniel et l'aspect émotion populaire qui n'existait absolument pas avant les funérailles de la reine Victoria en 1901. Voilà. Donc, on se rend compte avec cet exemple que ce type de cérémonie confronte à la fois des rites qui peuvent être plus ou moins immémoriaux, des actes politiques et une tradition qui peut être aussi l'objet de créations qui viennent compléter ou modifier ces rituels. Alors, donc la mort d'un chef d'État va contenir ces différents éléments et on va voir le dosage et s'intéresser aussi à la part que prennent à ces événements aussi bien des personnages officiels, une famille royale, le gouvernement, etc., en fonction du régime dans lequel on est, parce qu'on va essayer de parler un peu de la France quand même, et on peut se demander aussi quelle est la place du public. Qu'est-ce qu'il fait là ? Comment est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il est passif? Est-ce qu'il est absent? On va voir qu'à certains moments, le public est carrément exclu de ces cérémonies. Et donc, qu'est-ce que c'est que des funérailles et qu'est-ce que c'est qu'un hommage national? Alors, je suis allé voir dans le Robert, et pour des funérailles, le dictionnaire nous dit que c'est l'ensemble des cérémonies civiles et religieuses accomplies pour rendre les honneurs supérieurs à un mort. Elles répondent, dit toujours le Robert, à un discours particulier et on recourt à une certaine pompe. Alors, certaine pompe, ça manque un peu de précision, mais on a une idée quand même d'une forme d'importance, ce qui permet de distinguer les obsèques qui seraient a priori quelque chose de plus privé, en petit comité, des funérailles qui sous-entendent une quantité de personnes importantes et une mise en place de moyens certains. Alors, je vais vous montrer je vais illustrer ça, voilà, par exemple. Et puis, alors, qu'est-ce que c'est que l'hommage national? Alors, l'hommage national, c'est quelque chose qui est assez typiquement... qui existe en France, hein, même si il est possible de prévoir des funérailles nationales. Nous, en France, on est plutôt confrontés à cette notion d'hommage national qui, au départ, était réservée à des militaires, mais qui, aujourd'hui, décidés par le président de la République, en fait, sont ouverts à des personnalités ayant, entre guillemets, un destin national. Là aussi, une définition assez vague, ou alors qui sont des personnes qui sont haut gradées dans l'ordre de la Légion d'honneur.
Donc, cette définition ou ces définitions françaises, sont-elles transposables à l'étranger? Sont-elles vécues de la même façon dans le temps? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre. Et donc, pour ça, on va essayer de voir aussi, en fonction des différents moments, en dialoguant, s'il y a des points communs ou des différences qui sont importantes. Et donc, on va envisager une sorte de panorama en envisageant, si possible, 4 étapes successives. Tout d'abord, on va partir de la mort du souverain et les conséquences que ça peut avoir ou les effets que cela produit. Ensuite, on va envisager en tant que tel les funérailles, puis l'hommage. Et enfin, la question du souvenir du souverain dans le temps et avec une réflexion peut-être autour de la sépulture. Donc mes voisins de droite vont nous parler plutôt de la période médiévale avec comme objet central de leur étude la personne de Louis XI. Alors que M. Chassaigne parlera plutôt de l'Angleterre aujourd'hui et M. Sabatier de la France des XVIIe et XVIIIe siècles. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une sorte de panorama général. Alors, tout d'abord, premier point, la mort du souverain et du chef d'État. On va revenir sur Élisabeth II et sur le processus qui s'enclenche à son décès. Alors, bon, déjà, excusez-moi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la nouvelle du décès de la reine a été préparée, parce que bon, maintenant, on sait à peu près que l'annonce a été faite vers 16h10, mais qu'elle était déjà décédée depuis plusieurs heures. Mais donc la BBC a interrompu ses émissions, les présentateurs sont apparus à l'écran portant la cravate noire symbolique, et bon, c'était Madame Summer, Madame est morte, donc on va transposer en 2022. Mais pour ce qui est de l'annonce du décès, l'annonce aussi a été préparée par le fait que ses enfants se dirigeaient à Balmoral à toute vitesse. Donc comprenez bien que, même si jusqu'au bout je me suis dit, elle est quand même assez résistante, mais bon, manifestement, c'était vraiment la fin. Et déjà, lorsqu'elle a reçu en audience la nouvelle Premier ministre Liz Truss 2 jours auparavant, bon, on voyait qu'elle était extrêmement fragile. Et bon, alors, on en saura peut-être plus dans quelques années, comme on sait que la mort de George V a été hâtée par une injection de morphine et de cocaïne pour qu'elle puisse être annoncée dans les journaux du matin, le Times et le Guardian, plus prestigieux que les journaux populaires du soir. Donc là, bon, je pense que les docteurs ont fait tout ce qu'ils ont dit pour la prolonger le plus longtemps possible. Et puis voilà, donc le 8 septembre, ça n'était plus, elle est arrivée au terme de son existence. Mais ce qui se passe, c'est tout simple. Au moment où le roi décède, bon, ça c'est la même chose en France. Le roi est mort, la reine est morte, vive le roi. Et donc Charles, le prince de Galles, est devenu roi immédiatement. En revanche, il y a eu tout un emballement, une couverture médiatique tout à fait exceptionnelle. Alors moi, un de mes grands dadas, c'est de dire que le décès de la reine Victoria en 1900, c'était je ne suis pas obsédé par Victoria, c'était le premier deuil planétaire, bien avant la mort de John F. Kennedy, la mort d'Elvis Presley, celle de la princesse Diana. C'est vraiment là qu'on a tous les caractéristiques du deuil planétaire, peut-être qu'on y reviendra, mais pour ce qui est d'Elisabeth II, ça a été effectivement un événement à dimension planétaire, parce que par sa longévité, elle jouissait d'un statut de popularité qui était incontestable dans, alors je ne vais pas dire la planète entière, événement planétaire, événement global, qui a été ressenti dans de nombreux pays. Je ne suis pas certain qu'en Inde, il y a eu les mêmes manifestations d'affliction qu'il y en avait eu, semble-t-il, au moment de la mort de Victoria. Mais il n'empêche que ces obsèques, vous le savez, ont été suivis par plusieurs centaines de millions de personnes. Et il y a, au moment de l'annonce de la mort, il y a aussi l'annonce d'une période de deuil de 10 jours, si je me souviens bien la durée, et qui est quelque chose qui marque effectivement l'attachement que les Britanniques portaient à leur reine. La période de deuil a été décidée par le gouvernement, puisque bon, c'est le principe, le monarque règne mais ne gouverne pas outre-Manche, mais c'était à la mesure de l'affliction ressentie par les sujets. Alors bien sûr, il y a eu les traditionnels républicains
qui ont estimé qu'on faisait beaucoup d'efforts ou de cas de quelque chose qui était finalement une occurrence assez banale de la vie, hein, enfin le décès d'une personne, mais bon, leur voix était extrêmement limitée et très peu audible, comme pour le couronnement de Charles III. Et est-ce qu'on peut dire peut-être que la reine étant morte à Balmoral, dans sa résidence d'été, etc., elle a eu une mort privée? Et après, le public et les institutions prennent le relais. Oui, alors tout à fait. Donc, elle a eu une mort. Son père était décédé à Sandringham, hein, donc George VI. Bon, il avait de gros problèmes de santé, mais il semblait aller un peu mieux. Et puis, il est décédé d'un infarctus et il a été trouvé donc mort dans sa chambre par les domestiques le matin. Donc il a fallu donc le corps de George VI avait été ramené de Sandringham à Londres. Donc là le corps de Victoria, le corps d'Elisabeth II a été ramené de Balmoral à Londres. Et le moment où le public intervient, c'est au moment de la chapelle ardente, lorsque le corps du monarque dans le cercueil est donc exposé. Alors c'est la diapositive précédente. Voilà, donc ça c'est dans Westminster Hall, hein, le seul bâtiment qui reste des anciennes maisons du Parlement, ce qui reste de ceux qui a brûlé en 1834 et qui a été reconstruit ensuite mais à côté, et donc dans Westminster Hall. Et là il y a, c'est un moment particulier de la chapelle ardente, c'est donc la veillée des princes. J'appelais ça une tradition inventée, je mets entre guillemets parce que je reprends évidemment l'expression de Eric Hobsbawm et Terence Ranger dans le ouvrage de 1983, Invented Traditions, qui était publié en France en 2006. Et avant George V, en 1936, il n'y a pas cette veillée funèbre des princes. Et pour George VI, il y avait aussi, il y avait pour Elisabeth II aussi, il y avait le nouveau monarque qui ont donc qui ont monté la garde devant le cercueil de leur père. La différence, c'est que en 1936, donc Édouard VIII et ses trois frères ont monté la garde, ont veillé le cercueil de leur père pendant entre 15 et 20 minutes, tandis que pour la veillée The Vigil of the Princess d'Elisabeth II, ils sont restés beaucoup plus longtemps. Monsieur Sabatier, est-ce que on peut faire une comparaison entre la mort d'Elisabeth II et son contexte, et celui de Louis XIV, qui lui, au contraire, n'est pas mort comme une personne privée? La mort de Louis XIV était annoncée. Elle a mis du temps à se faire, mais elle s'est produite quand même. Elle a progressé au rythme de la maladie qui lui dévorait la jambe gauche en partant du pied pour arriver jusqu'au bassin. Disons qu'il a été peu à peu rongé dans les derniers jours de sa vie par la maladie. C'est ce qu'on appelait à l'époque une belle mort, parce qu'il avait tout le temps de le sentir venir et il avait tout le temps de se repentir de ses péchés et donc d'accéder à la miséricorde divine. C'était une belle mort. Henri IV, ce fut une mauvaise mort. Il est mort d'un seul coup, il ne s'est pas confessé et Dieu sait où est passée son âme. Mais l'âme de Louis XIV a suivi le cheminement réglementaire et elle est tombée entre les mains de Dieu qui en a fait ce qu'il a voulu. Mais en plus de ça, sa mort a lieu en public. Alors sa mort a lieu en public, bien entendu, comme la vie du roi tout entière a été en public. Aucun instant, à part le moment où il dormait, aucun instant de la vie du roi n'a été véritablement personnel. Il est mort en public, dans un public relativement, disons, restreint. Il n'y avait pas, au moment de la mort de Louis XIV, autre chose, disons, que les familiers à la maison du roi. Il y a même eu des entrées pour assister à la mort du roi, comme il y avait des entrées au moment du lever et du coucher. Tout ça a été bien réglementé. Les dernières entrées sont certainement celles du dauphin,
Oui, c'était le dauphin, le futur Louis XV, donc l'arrière-petit garçon, qui est venu recueillir de la part de son grand-père ces mots bien fameux. Il était temps d'y penser qu'il avait trop aimé la guerre. Et en lui demandant de rendre ces peuples heureux, c'est-à-dire de moins les pressurer fiscalement pour faire la guerre. Oui, ce fut une mort publique, ce fut une mort très spectaculaire et extrêmement lente. Il n'est pas mort brutalement. Ce fut une mort apaisée et non agitée comme celle de Louis XV, qui plus tard va mourir assailli par la maladie, qui n'était pas celle de Louis XIV, mais qui avait une frousse terrible et qui s'est beaucoup agité, alors que Louis XIV ne s'est pas plus agité au moment de sa mort que pendant sa vie. C'est-à-dire qu'il restait impassible, en poussant de temps en temps quelques gémissements, mais c'est tout. Et il s'est éteint, disent les biographes, comme une chandelle qui s'éteint au matin. Voilà, voilà la mort apaisée, disons, de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il a incarné l'État jusqu'au bout, dans la mesure où qu'il avait encore sa conscience, peut-être. Il a eu sa conscience jusqu'au bout, et comme il savait que tout reposait sur lui, c'était à la fois cette conscience de ce qu'est la monarchie en France, mais c'était en même temps quelque chose qu'il redoutait, sachant que sa suite, sa survivance n'était pas véritablement assurée. Très bien. Et alors, si nous nous plaçons au Moyen-Âge, la mort de Louis XI, par exemple, ou de la plupart des souverains valois ou capétiens, est-ce qu'on retrouve des éléments qui existent encore au XXe siècle, au Royaume-Uni par exemple, ou dans la mort de Louis XIV, ou est-ce que la mort du souverain en tant que telle est entourée de circonstances peut-être particulières et de rites spéciaux? Oui, bien sûr. Alors, le moment le plus intéressant de la mort d'un roi, c'est son agonie. Hein. C'est ce qui vient d'être dit. Alors, Louis XI a été un roi très singulier. C'est pour ça que nous nous sommes mis à deux pour le traiter. Il était doté d'une personnalité vraiment très déroutante. Et il a été jugé comme tel par ses contemporains. L'évêque Thomas Bazin, qui était un des grands ennemis de Louis XI, et malheureusement pour Louis XI, l'un de ses principaux biographes, disait de lui qu'il était très difficile de cerner sa personnalité en raison de ses traits de caractère, de ses mœurs, de ses mores, tam varii, tamque interse contrarii, si variés et si contradictoires. C'est pour ça qu'il a pris des décisions qui nous paraissent assez surprenantes, comme celle dont on parlera tout à l'heure, de ne pas se faire enterrer à Saint-Denis. On dirait aujourd'hui qu'il était un peu borderline. Voilà. Alors, une des singularités de Louis XI, c'est qu'il est l'un des rares souverains du Moyen-Âge, pas le seul, mais l'un des rares souverains du Moyen-Âge, pour lesquels on dispose d'un récit vraiment très détaillé sur ces derniers instants, et qui se trouve dans les mémoires de Philippe de Comines. Et en effet, si on met de côté le cas très singulier de Saint-Louis, si on pouvait voir peut-être les représentations de la mort de Saint-Louis, à part Saint-Louis, en fait, les chroniqueurs en général ne s'étendent pas tellement sur les morts des rois, sinon pour signaler, sinon pour dater la mort, et parfois pour dire qu'ils sont morts dévotement comme vrais catholiques, après avoir reçu évidemment les saints sacrements. Donc pour Saint-Louis, sa mort est évidemment exemplaire, mais on peut dire au même titre que le reste de sa vie. Alors c'est une mort qui est assez souvent représentée dans les manuscrits à peinture. Vous voyez ici 3 représentations. Du lit le moins confortable au plus confortable, du lit de cendre jusqu'au lit d'où il adresse ses enseignements à son fils Philippe III. Voilà. Mais pour les autres rois plus ordinaires, dont la conscience est forcément moins nette, le grand passage est l'occasion de se remettre un peu en question. Et on observe parfois, pas toujours, mais parfois, que l'agonie est un moment psychologiquement difficile à passer, parce qu'avant de recevoir le viatique, puis les derniers sacrements, il faut se confesser. Et pour se confesser, il faut pardonner. Il faut pardonner à ses ennemis, ce qui n'est pas toujours agréable. Et on pense bien sûr à quelqu'un qui n'a pas été roi. Bon, on pense à Richelieu, à qui on prête cette phrase célèbre « Je n'ai eu d'autres ennemis que ceux de l'État », une manière très aristocratique de balayer les événements, enfin les décisions peu
peu satisfaisante que par moments il a été obligé de prendre. Et quelques siècles plus tôt, un auteur anglais du début du XIIIe siècle dit que Richard Cœur de Lion s'est confessé évidemment sur son lit de mort, mais qu'il ne l'avait pas fait depuis 7 ans. Il ne l'avait pas fait depuis 7 ans par haine pour son grand adversaire, le roi Philippe Auguste. Voilà. Donc, il s'est confessé, tout est bien qui finit bien, ouf. D'une manière générale, les morts des rois sont des histoires à l'américaine, avec toujours un happy end, mais le happy end se fait parfois attendre. Pour en revenir alors peut-être aux Capétiens, parce que ça c'est un moment très important, il y a un récit très beau et qui est un jalon dans l'histoire de la mise en scène de la mort des rois de France, c'est la mort de Charles V en 1380. C'est un récit en latin qui s'articule en plusieurs parties et voilà, c'est un récit qui va faire date puisqu'il comprend plusieurs phases. La crise cardiaque, très douloureuse, le roi comprend que c'en est fait de lui, qu'il doit se préparer à la mort. Il doit se préparer à la mort en tant qu'homme, en tant que chrétien et en tant que roi. Il se confesse, il prie et surtout il souffre. Et on insiste beaucoup sur la dégradation de sa santé, qui est décrite avec un grand luxe de détails, un peu comme pour Louis XIV. Et surtout cette déchéance physique contraste avec la lucidité qui se maintient jusqu'à son dernier souffle. Il accepte la mort avec résignation et même avec joie, on le voit plaisanter. Et d'ailleurs, on le voit adresser une petite pique à l'intention de ses confesseurs et de ses médecins. Il dit « Ah, réjouissez-vous, dans quelques instants, je serai arraché à vos griffes. Eripiar a manibus vestris. » Il tient des discours très très longs, dignes d'un maître en théologie, qui sont pour cette raison un petit peu douteux. Et il manifeste, lui aussi, un certain nombre de regrets et de remords, et prend ses dernières mesures en tant que roi, notamment la fameuse abolition des fouages, un impôt très impopulaire. Voilà. Donc un roi souffrant, pieux, lucide, pénitent, résigné et qui reste roi jusqu'au bout. Voilà. Alors les derniers moments de Louis XI sont, comme dit Amable Sablon du Corail, ont été chroniqués par ce mémorialiste qui est Philippe de Comines, qui est fasciné par Louis XI et en même temps fasciné par cette déchéance. Il faut dire que Louis XI, depuis 1 an à peu près, se cache, ne veut pas qu'on voit, il a beaucoup changé physiquement, il s'est beaucoup amaigri, il ne veut pas qu'on le voit diminuer, et pour ne pas tirer les conséquences de cet affaiblissement, des conséquences qui seraient néfastes pour le royaume. Et contrairement à Richard, qui ne voulait pas se confesser, Comines raconte que Louis XI se confessait toutes les semaines. Et il se confessait toutes les semaines pour pouvoir toucher les écrouelles. Et il disait qu'il y avait toujours beaucoup de malades, et donc il fallait, très sérieusement, se confesser toutes les semaines. C'est un peu inattendu de la part de l'image qu'il a, de cette légende noire terrible qu'il a, d'un roi machiavélique ou pré-machiavélique, en tout cas tyrannique. Il est à la fois les deux, il est effectivement très, très insaisissable. Mais lui, donc, s'est caché presque pendant un an au Plessis-les-Tours, donc juste à côté de Tours. Et sa mort est très bon, il ne veut pas mourir, mais c'est parce que son fils, c'est un peu la même histoire que pour Louis XIV, sauf que là, c'est son fils, le futur Charles VIII, est encore très jeune, il a 12 ans, et il a une santé assez fragile, et Louis XI ayant énervé à peu près tout le monde dans l'Occident latin, il sait que les ennemis vont se manifester au moment de sa mort, et donc il en est très très inquiet. Parce que la mort du souverain, c'est une période dangereuse, où, surtout si le successeur est jeune ou mineur, ou oui. Il y a des menaces sur le trône ou le pays. Mais c'est toujours ce qu'on appelle une période de dépression, même si la succession a été préparée, ce qui était le cas de Louis XI, qui a confié à sa fille et à son gendre, Pierre de Beaujeu, les Beaujeu, qui n'ont pas la régence, qui ont la tutelle, pour éviter le mot régence et agacer certains princes de France, comme Louis d'Orléans, le futur Louis XII. Et donc Louis XI est très inquiet, veut prolonger sa vie, et finalement le seul qui va... Et donc tout le monde est inquiet, parce qu'en fait il ne voit pas la mort venir, et celui qui va l'apaiser, c'est François de Paule, qui est un religieux qui a déjà assez âgé, que le roi va faire venir de Calabre, et parce qu'il avait une réputation de thaumaturge,
Et Louis XI pensait qu'il allait le sauver, lui donner encore quelques années. Et finalement, François de Paule finit par lui faire comprendre au roi qu'il en est fini et qu'il ne pourra pas lui donner quelques jours de plus, mais que lui doit se préparer, lui le roi, de se préparer à quitter ce monde. Et il quitte, et ce que dit Comines, il dit « le roi quitte en pleine conscience et sereinement, ce qu'il n'était absolument pas pendant toute sa vie et surtout cette dernière année. » Donc, en définitive, Louis XI a une belle mort ou une bonne mort? Tout à fait. Une bonne mort à l'image du temps, c'est-à-dire une mort chrétienne. D'accord. Enfin, avec un petit moment de doute, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit faux pas qui trouble le récit traditionnel tel qu'il est établi depuis Charles V. À un moment, il dit à ses médecins « Ah, je ne suis pas si malade comme vous croyez. » Et à ce moment-là, ses médecins lui disent « Bon, écoute, sire, c'en est fait de vous, faites ce qu'il faut. » Et c'est à ce moment-là que Philippe de Comines, lui aussi, attaque l'arrogance des médecins, qui sont évidemment pour lui des bourgeois diplômés, méprisables et surpayés. Voilà. En tout cas pour certains, mais... Après, des médecins arrogants, bon, le récit reste crédible quand même. Et puis Comines est un jaloux qui n'aime pas qu'il y ait d'autres personnes que lui qui est un noble, diplomate, d'autres personnes que lui autour du roi. Et d'ailleurs, il compte l'argent qui est donné à ce fameux médecin qu'évoque Amable, qui s'appelle Jacques Coitier, et qui effectivement fait une fortune assez rapide auprès du roi. Il faut dire qu'il a dit au roi, si vous me... Parce que Louis XI renvoyait assez fréquemment son entourage à ce moment-là, parce qu'il se méfiait de tout et de tout le monde, certainement avec raison, et Coitier lui avait dit, si vous me renvoyez, vous ne vivrez pas 8 jours. Et le roi, qui était si intelligent, était absolument tétanisé, et donc n'a pas du tout renvoyé le dit Coitier, mais au contraire a augmenté les dons, les pensions, etc., et les honneurs. Et donc, on peut peut-être voir dans cette première partie qu'en définitive, on voit dans le temps une forme d'évolution avec des souverains qui meurent d'une manière publique, entourés de monde, etc. Et que plus on avance de nos jours, le cas d'Élisabeth II montre qu'il y a un décorum public, il y a une intervention du public, mais qu'elle meurt peut-être en personne privée, ce qui permet de... Voilà, et ce qui permet, oui, comme un particulier, et ce qui permet peut-être de poser un point avec les cas qui se sont produits en France, je devrais dire le cas, sous la Ve République, à savoir la mort de Pompidou, maladie qu'on a essayé de cacher pendant longtemps aux Français, qui ont fini par s'en rendre compte parce que l'état physique du président changeait, mais je crois qu'il est mort chez lui, quai de Béthune, il n'est pas mort à l'Élysée. Et donc, la mort du chef de l'État français, le président de la République, que certains critiquent en ayant des pouvoirs exorbitants donnés par la Constitution, en fait, meurt comme un particulier, et cette mort va être prise en charge par l'État, par la mise en place d'institutions qui ne durent qu'un temps, hein, la présidence assurée par le président du Sénat, et ce qui permet d'aborder le deuxième point de cette conférence, à savoir les funérailles, puisqu'en France, on constate une sorte de division ou de dichotomie entre, d'un côté, des obsèques qui peuvent être publiques. On se souvient, enfin pour certains d'entre nous, des obsèques de Pompidou, où il y a une sorte de cérémonie à Notre-Dame, pour laquelle on pourrait voir éventuellement un léger problème avec la question de la laïcité, auquel étaient conviés les chefs d'État venus à cette occasion, et les obsèques privées du président qui se sont déroulées en région parisienne, rituel qu'on a pu retrouver, même s'il n'était plus président, pour François Mitterrand. Alors, cette question des funérailles, Louis XIV est le troisième souverain Bourbon, et pourtant, il semble qu'il y ait de grosses différences en termes de funérailles entre celles de son grand-père Henri IV et les siennes. Oui, les funérailles d'Henri IV ont été les dernières funérailles mode médiéval. Je peux les décrire quelques instants? Oui, bien sûr. Voilà. Le roi, donc, est arrivé, mort,
au Louvre, ayant été poignardé dans Paris. Et il subit alors ce que les rois subissaient au Moyen-Âge et ce qu'ils continueront à subir longtemps, ou ce que les défunts, même et pas que les rois, subiront longtemps, c'est-à-dire l'autopsie. Dans le cas de Henri IV, l'autopsie avait pour nécessité de pouvoir traiter le corps de telle sorte qu'il puisse être présenté sur son lit de mort pendant quelques jours d'une façon supportable olfactivement parlant. Donc on traitait le personnage, on retirait le cœur, on retirait les entrailles, cœur et entrailles, ça remonte au Moyen-Âge et ça va continuer jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Cœur et entrailles auront un traitement spécifique et auront des funérailles spéciales. Si je reste sur Henri IV, il décida que son cœur irait à la Flèche, chez les jésuites de la Flèche. Pour Louis XIII et pour Louis XIV, ils décidèrent avant la mort que leur cœur irait aux jésuites de Paris actuel, tout près du lycée Charlemagne. Le corps, lui, traditionnellement, était voué à Saint-Denis, où depuis Saint-Louis, les ossements, les restes des rois étaient tous rassemblés, de telle sorte la continuité monarchique, on pourrait dire, soit présente malgré les ruptures dynastiques qu'il pouvait y avoir. Donc Saint-Denis. Mais avant ça, donc le corps est présenté sur son lit de mort, et pour Henri IV, comme pour les rois de France du Moyen-Âge ou comme pour les souverains anglais, sur son lit de mort, le roi est représenté par un mannequin vêtu à la royale, un mannequin qui tient un sceptre et qui tient une main de justice. Son visage est réaliste car dès la mort, le visage a été moulé de telle sorte qu'on puisse réaliser un masque funéraire extrêmement réaliste. Il en existe encore dans le cas de Henri IV, on en a un à Carnavalet. En fait, il y en a deux, je ne sais pas où est l'autre. Mais donc imaginez sur un lit de mort une sorte de mannequin en osier, revêtu des habits royaux, dans ses mains, qui parfois, elles aussi, étaient moulées dès le moment de la mort. Il tenait sceptre et main de justice, et c'était son visage. Et c'est ce mannequin, disons que le corps, lui, étant placé au-dessous dans un cercueil, c'est ce mannequin qu'on va honorer avec Henri IV, le dernier des rois de France, d'une façon tout à fait étrange, puisqu'il s'agissait de le considérer comme vivant. Il était gardé, il était servi au moment des repas, les repas étaient préparés pour lui et ensuite retirés, bien sûr. Et ensuite, on l'a fait passer du premier étage du Louvre au rez-de-chaussée pour recevoir encore plus d'hommages. Puis ensuite, une fois, et ça durait longtemps, mais celui qui est le champion en la matière, c'est François Ier. Ça a quand même duré 2 mois. Dans le cas de Henri IV, ça a été un peu plus rapide. Après à peu près une quinzaine de jours, eh bien, c'est le grand convoi funèbre dont vous avez quelques images ici. Là aussi, dernier grand convoi, et là aussi on peut penser à l'hommage national dans le sens où le public, la population est-elle dans le coup ou pas? Là, comme au Moyen-Âge, la population parisienne est vraiment dans le coup. Imaginez un immense cortège qui part en l'occurrence du Louvre, ici, et qui va faire une halte à Notre-Dame de Paris et qui va continuer le lendemain jusqu'à Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on va voir dans cet immense cortège? Voilà l'effigie, disons, du roi portée par les membres du Parlement de Paris en robe rouge, le rouge pouvoir du pouvoir, couleur du pouvoir, car le pouvoir ne meurt pas avec le roi.
et les membres du Parlement de Paris étaient vêtus de rouge. Les voilà qui portent ce mannequin où vous voyez l'effigie royale tenant sceptre et main de justice, un dé derrière lui. Et juste devant ou derrière, je ne me rappelle plus à quel emplacement, il y avait un chariot, disons, contenant le corps, effectivement. Donc d'un côté, le véritable corps, et de l'autre côté, ce mannequin. Et tout autour de ce mannequin, tous les attributs, peut-être vous pouvez passer quelques images. Voilà par exemple le cheval. Le texte est en italien, car tout un immense reportage qu'on aimerait pouvoir passer de bout en bout a été réalisé par des dessinateurs italiens, tout ça étant à la Bibliothèque nationale. Oui, donc, voilà. Comment je terminais sur Henri IV et Louis XIV. Alors, qu'est-ce qui distingue les funérailles de Louis XIV de celles d'Henri IV? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces funérailles, à la manière des Valois, à la manière Henri IV, vont être brusquement stoppées par la volonté personnelle de Louis XIII. Louis XIII décide de mourir en chrétien et il refuse tout faste. Il refuse déjà pour lui-même l'éviscération, puis ensuite il l'admet par nécessité de présentation. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il refuse tous les honneurs que l'on avait pu voir sur ces images consacrées à Henri IV. Et il demande d'être transporté directement à Saint-Denis sans aucun cortège et sans aucun accompagnement que les gens de sa maison. Il est mort, lui, à Saint-Germain, et donc c'est Louis XIII, et pour être allé à Saint-Denis, on évite Paris. Même chose pour Louis XIV, dont vous voyez le cercueil ici. Louis XIV a voulu faire comme son père, lui est mort à Versailles, l'autre était mort à Saint-Germain, mais tous deux hors de Paris, et donc leur long cortège funèbre entre le lieu de mort et le lieu de funérailles évite Paris, comme on le voit ici dans ces images où on voit au fond Saint-Denis et puis le long cortège de Louis XIV. Ce cortège ne comprend aucun élément populaire, aucun élément autre que la personne même du roi. Les parlementaires, la cour, relativement peu de cour, mais là-dedans c'est comme si vous voulez, la maison du roi met la main sur le roi et du coup sont écartés d'autres éléments, Paris notamment, mais d'autres éléments populaires. Ça, je vous propose de parler de la place du public dans la partie suivante, quand nous parlerons de l'hommage, si vous voulez bien. Voilà, d'accord. Bon, voilà ce que je peux dire là-dessus, parce qu'ensuite, ça nous apportera à Saint-Denis, c'est une autre affaire. Et donc, les funérailles d'un roi médiéval, même si Louis XI est quand même à la fin du Moyen-Âge, en quoi est-ce qu'elles se rapprocheraient de celles d'Henri IV ou elles sont spécifiques? Alors, si je précède Amable, le Louis XI donc meurt à Plessis-les-Tours, au Montil-les-Tours, c'est-à-dire juste à côté de Tours, et lui a choisi déjà depuis très longtemps d'être enterré à Notre-Dame de Cléry, dans l'église Notre-Dame de Cléry, qui est à côté d'Orléans, et il a spécifié, voilà, et on peut montrer peut-être, il y a une image, je crois que j'ai dû mettre ça c'est l'image de, alors ça c'est pas, après. Non, je vous en ai envoyé un autre, mais si je l'ai. Oui, vous l'avez. Oui. Alors, on dit tout, hein, c'est pas bien. Alors, donc il a demandé à être, enfin il a vraiment réfléchi, enfin c'est tout un sujet en soi. Très tôt, il dit publiquement qu'il veut être enterré à Saint-Denis. Non, c'est pas celui-là. Non, il y en a. C'est dommage parce qu'il y a l'image de son tombeau qui est très très étonnante. Vous l'avez sur votre internet. Vous l'avez reçu. Il faut prendre l'internet. Bon, bref. Donc il y a. Et puis c'est pas du tout une mort publique. Vous parliez de public là. Non, là c'est plutôt secret. Plutôt secret. Parce que le roi est très impopulaire. Il a quand même multiplié les impôts par 4.
Et donc, il n'y a pas du tout de pleurs. Ça y est, on y est. Alors, on continue. Vous descendez. Je l'ouvre. Voilà. Voilà. Alors, c'était la carte. C'était pour montrer, on voit la carte, où on voit la carte ici, donc la 6. Pour voir la rupture totale déjà du lieu. Louis XI évolue plutôt sur la... Enfin, il est très mobile, il est toujours en chemin, mais quand il s'arrête, il est à côté de Tours. Et là, donc, il va y avoir entre Tours et Orléans, il y a à peu près 25 lieues. Et donc, il va y avoir à peu près une semaine. Il meurt le 30 août 1483. Il est inhumé le 7 septembre. Et entre-temps, il y a eu une cérémonie à Tours. Il était un dévot, comme tout le monde, de Tours, un bienfaiteur de Tours, comme un bienfaiteur de toutes les églises d'ailleurs. Et l'inhumation a lieu à Notre-Dame de Cléry, dans l'église Notre-Dame de Cléry. Et donc, on voit le contraste. Donc là, il y a le Saint-Denis et puis les gisants. Et si vous prenez la suivante, mais on anticipera un tout petit peu, on peut le faire, voilà. Il choisit Notre-Dame de Cléry, donc à côté d'Orléans, et il choisit d'être représenté un Oran. Mais là, on anticipe, et vous avez prévu de parler du monument un peu plus tard. Donc, on est en rupture avec les prédécesseurs. Peut-être un mot sur le choix de Notre-Dame de Cléry, rapidement. Pourquoi Notre-Dame de Cléry? Alors, c'est le lieu d'un pèlerinage local, depuis qu'en 1280, on découvre miraculeusement une vierge au cours d'un défrichement. Donc on sollicite l'intercession de la Vierge en priant devant cette statue. Et puis au début du XIVe siècle, Philippe le Bel et l'un de ses vassaux fondent une collégiale, c'est-à-dire qu'ils dotent le sanctuaire des revenus qui permettent d'assurer l'entretien d'une dizaine de prêtres desservants. Et l'Église continue sa petite vie jusqu'à la guerre de Cent Ans, et finalement Notre-Dame de Cléry doit sa fortune au malheur de la guerre de Cent Ans, puisque en 1428, au moment du siège d'Orléans, l'église est pillée et incendiée par le comte de Salisbury. Et il se trouve, si on pouvait revenir à une enluminure précédente, et il se trouve que le comte de Salisbury meurt quelques semaines plus tard, touché par un boulet de coulevrine. Donc c'est le premier miracle qu'on peut attribuer, ou en tout cas qu'on peut relier au sanctuaire, enfin disons le premier miracle d'ordre politico-militaire. Voilà, vous voyez sur cette enluminure le tireur d'élite qui se trouve à Orléans, là tout au fond, avec sa petite coulevrine, et puis le comte de Salisbury qui est frappé par le fameux boulet. Voilà, alors il y a un deuxième miracle qui est beaucoup plus important, en tout cas pour Louis XI. Il a lieu le 14 août, c'est la diapositive suivante, 14 août 1443, donc la veille de l'Assomption. On est à Dieppe, en Normandie. Dieppe est assiégée par les Anglais bloquent la ville au moyen d'un retranchement en bois que vous voyez ici, sur votre droite. Et les Français tentent de lever le siège en prenant d'assaut la fameuse Bastille. Voilà. Et l'expédition est commandée par le dauphin Louis, vous voyez son drapeau en plein milieu, là, dans l'enluminure, et surtout par celui qui a été véritablement son parrain dans la carrière militaire, Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois, qui a été l'un des héros du siège d'Orléans et l'un des principaux compagnons d'armes de Jeanne d'Arc. L'assaut se passe mal, les Anglais résistent farouchement, comme souvent. Et à un moment, les deux hommes, sans doute à l'initiative de Dunois, sollicitent l'intervention de la Vierge et font un vœu, on ne sait pas trop lequel, en faveur de Notre-Dame de Cléry. Les Français repartent à l'assaut, finissent par l'emporter, et c'est un moment très important, notamment pour le dauphin, puisque c'est un succès qui contribue à établir sa réputation comme chef de guerre. On voit Louis XI comme un roi diplomate, en réalité c'est bien au contraire plutôt un roi soldat, voilà, pour qui le résultat compte et pour qui compte le rapport de force. Par la suite, Dunois va richement doter l'église et surtout, il va décider de s'y faire enterrer avec sa femme. Le dauphin suit avec un petit temps de retard, mais lui aussi va commencer à faire des offrandes. Et ce qui va être décisif pour Louis XI, c'est le moment de la guerre du bien public, une guerre civile qui oppose Louis XI à peu près tout le monde, à tous les princes du royaume, et en particulier au comte de Dunois qui se trouve du côté des rebelles. Et il passe à Notre-Dame de Cléry peu avant la bataille de Montlhéry. La bataille est indécise, mais enfin quand même Louis XI passe le cap.
Et quelques mois plus tard, il va se réconcilier avec la maison d'Orléans, avec Dunois et avec d'autres princes français, mais ça va être véritablement le tournant qui va permettre à Louis XI de reprendre l'initiative et finalement de s'en sortir, de se sortir de ce mauvais pas dans des conditions à peu près favorables. Et à partir de ce moment-là, Notre-Dame de Cléry va prendre une importance énorme dans la piété de Louis XI. Et si on pense aux souverains britanniques et peut-être aux derniers souverains britanniques du XXe siècle, la cérémonie des funérailles, elle, est assez spécifique aussi, puisque le souverain britannique est à la fois chef de l'État et chef d'une église. Oui, alors il y a cette dimension d'église établie, d'église d'État, qui existe en Angleterre depuis 1534 et le schisme d'Henri VIII. Et c'est la raison pour laquelle, donc là, ça ne pose pas de problème puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait que la cérémonie de Georges Pompidou, à Notre-Dame, ça ne pose pas de problème que l'archevêque de Canterbury et le diacre de Westminster et l'évêque de Londres co-célèbrent les funérailles du souverain britannique. Bon, là, on peut aller, je ne sais pas, là, dire plus que vous voulez, peut-être là. Non, pas là. Plutôt donc, directement à Élisabeth II. Voilà. Et donc, bon, c'est à la fois, c'est le chef de l'État et le chef de l'Église anglicane qui est enterré. Donc la dimension religieuse, elle est effectivement présente. Il ne pose pas de problème, que je disais à l'instant. Alors, on peut se demander si, sous le règne de Charles III, l'Église, on en parlait justement, non, si l'Église anglicane va conserver son statut d'Église d'État, parce que l'anglicanisme aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est 3% de la population. Voilà, les confessions chrétiennes qui sont je ne parle même pas des religions non chrétiennes, les confessions chrétiennes qui sont en essor outre-Manche, c'est le catholicisme et le protestantisme non anglican. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, Charles III est toujours défenseur de la foi et chef de l'Église anglicane. Et s'il décédait demain, ce qu'évidemment je ne souhaite évidemment pas, il serait enterré il serait organisé en tant que chef de l'Église anglicane aussi. Mais il avait envisagé de prendre le titre de défenseur des foi. Oui, voilà, c'est ça. Il avait, parce que évidemment, comme il attend depuis 1969 de monter sur le trône, depuis qu'il a été investi prince de Galles, il a eu le temps de réfléchir. Bon, Louis XIV a eu le temps de réfléchir à sa mort. Charles, prince de Galles, a eu le temps de réfléchir à son futur rôle. Et il avait dit dans les années 70 et les années 80 qu'il aurait préféré que le titre soit défenseur des foi. Donc pour prendre en compte le caractère multiconfessionnel de l'Église, de la société britannique. Je rappelle que le titre de défenseur de la foi a été décerné à Henri VIII par le pape, dont j'ai oublié le prénom, parce qu'avant 1534, Henri VIII pourchassait les hérétiques, et comme il se piquait de théologie, il avait aussi publié un traité donc réfutant les thèses luthériennes. Mais bon, il a gardé le titre de défenseur de la foi lorsqu'il a fait sécession avec l'Église de Rome. Donc, après les funérailles, on peut s'intéresser à la question de l'hommage et à la place populaire et du public dans ces cérémonies au moment de leur survenance. Et donc, Monsieur Sabatier, on voit que Louis XIV, son cortège funèbre qui quitte Versailles pour se rendre à Saint-Denis, le fait de nuit. Oui, c'est au milieu du XVIIe siècle que cette pratique apparaît à la cour de France. On ne sait pas très bien pourquoi. Il est probable. La première personne qui fut inhumée ainsi, c'est Anne d'Autriche, la mère, je me trompe, la mère de Louis XIV. Oui. Or, c'est une princesse espagnole, c'est une Habsbourg, mais élevée en Espagne. Et en Espagne, la plupart des cérémonies et des fêtes, d'ailleurs souvent, se font de nuit. Je ne veux pas remonter sur cette pratique en Espagne, c'est dû à quoi? La chaleur, ceci, cela, bref, c'est la nuit. Qui rend évidemment beaucoup plus spectaculaire, si on peut dire, le passage, puisque le convoi de nuit mène du lieu de mort au lieu des funérailles, qui est en même temps le lieu de la résurrection. Donc, et le passage, le long cortège qui va mener Anne d'Autriche, mais ensuite les rois de France, Louis XIII, Louis XIV à Saint-Denis, ce long passage dure toute la nuit. Et c'est à 6 heures, vers 6-7 heures du matin,
que le convoi arrive à la porte de Saint-Denis, qu'il est accueilli à ce moment-là. Et le convoi de Louis XIV, sur lequel on a beaucoup de documentation, effectivement serpente pendant toute la nuit entre Versailles, que l'on quitte vers 6-7 heures, jusqu'à Saint-Denis. Et donc il y a une symbolique d'arriver au lever du jour à Saint-Denis? On pense qu'il y a quelque chose comme d'une symbolique, mais vous savez, c'est à partir du moment où on est en présence d'un rituel et sur lequel vous ne trouvez aucun texte d'explication, mais uniquement des textes de description. Il est parti à ce moment-là, il est arrivé à ce moment-là. On n'a aucun texte qui dise pourquoi ça se passe la nuit. On constate qu'il a fallu l'arrivée en France d'une princesse élevée dans une ambiance espagnole pour que ces cortèges se fassent de nuit. Et ça a duré ça a duré jusqu'aux funérailles de Louis XV. Dans le cas de Louis XV, il y a un élément un peu particulier, c'est qu'il est mort d'une maladie extrêmement contagieuse et qu'il n'a pas été question de trop lanterner sur place. Et c'est pourquoi Louis XV n'a connu aucune des phases des funérailles habituelles, ni on ne l'a autopsié, ni on ne l'a présenté sur son lit de mort. En 2 jours, l'affaire a été pliée, si on peut dire, on l'a mis dans son cercueil de plomb et on l'a expédié à Saint-Denis, dans le caveau des Bourbons, dans l'attente de funérailles royales d'importance, car on dit toujours que la mort de Louis XV a été bâclée. D'abord, sa mort, on en a parlé, et ses funérailles n'ont pas du tout été bâclées, elles se sont simplement faites en 2 temps. Dans un premier temps, on se débarrasse au plus vite du cadavre, et dans un deuxième temps, c'est-à-dire 1 mois après, on ressort tout le grand appareil et il a droit à tout ça. Mais la caisse qu'on balade entre Paris, plutôt entre Versailles et Saint-Denis à ce moment-là, est une caisse vide. Et la caisse qu'on honore dans les funérailles officielles est une caisse vide. Il y avait eu des précédents. Le grand dauphin, fils du roi, était lui aussi mort d'un coup et on l'avait expédié lui aussi rapidement et on avait fait ses funérailles par la suite. Ce n'était pas très nouveau, mais c'est quand même assez symptomatique, disons, que de voir se maintenir jusqu'au bout, enfin on ne savait pas à l'époque que ce serait jusqu'au bout, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir jusqu'à la fin du XVIIIe siècle un rituel se maintenir, mais maintenant se faire en fonction d'une caisse vide, et que la représentation du prince, du roi dans Saint-Denis, c'est aussi une caisse vide. Je pense que cela intéresse beaucoup sur la monarchie sacrée et sur l'incorporation de la monarchie, qui est un dogme, alors s'il en est un, dans la monarchie française. Alors, évidemment, Louis XVI n'a pas bénéficié de ce décorum, pour des raisons que j'ai du mal à m'expliquer. Mais en Angleterre, par contre, on a bien vu l'implication du public dans les funérailles et dans l'hommage rendu par les Britanniques qui ont, entre autres, fait la queue et se sont placés sur le passage du corbillard pour, quelque part, rendre hommage au souverain. Oui, absolument. Alors là, encore, c'est relativement nouveau. Ça date, en fait, bon, je parle de Victoria à plusieurs reprises, non pas parce que j'ai fait une biographie de Victoria, mais parce que c'est sous son règne que la monarchie britannique a pris la plupart des caractéristiques qu'elle a au début. Tout à fait la première diapositive avec le petit texte. Parce que encore avec le texte, voilà. J'ai appelé ça un contre-exemple, un anti-modèle, les funérailles de George IV en 1830. Donc George IV, qui est l'oncle de la reine Victoria, donc monte sur le trône en 1820, à la mort de son père, le roi fou George III, il décède en 1830, 10 ans plus tard. C'était un roi qui était absolument détesté. Détesté parce que, d'abord, il menait une vie que ses sujets réprouvaient. Il s'est laissé aller à tous ses appétits sexuels, mais aussi de la table, du vin. Bon. Il vivait en grande partie reclus, soit à Windsor, soit à Brighton. Ces sujets ne le voyaient pas, et puis par ailleurs, c'était un souverain extrêmement conservateur
qui a jusqu'au bout lutté contre l'émancipation des protestants non anglicans et des catholiques en 1828-1829. Donc lorsqu'il meurt, les sujets sont très contents. Et donc il y a un mémorialiste, Robert Wish, Memoirs of George IV, qui décrit les funérailles de George IV. Et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a, bon, on regarde le spectacle, mais il n'y a aucune sympathie, aucune empathie, aucun deuil qui accompagne cela. Bon, toute la journée fut en fait dans une foire qu'une journée de deuil. Si le comportement du peuple, c'est-à-dire des critères quant à l'opinion qu'il y avait du souverain défunt, ce n'était en aucune façon de la vénération, du respect ou de l'estime pour sa mémoire. Que de changements survenus en un siècle, avec donc pour Victoria, Édouard VII, George V, George VI, Élisabeth II, toutes les foules qui se pressent tout le long du cortège funéraire et qui, par leur gravité, les pleurs aussi, attestent plutôt de la popularité du souverain défunt. Si on peut en trouver peut-être, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, bon, non, ça on y reviendra après. Donc on a vu pour Victoria. Bon, par exemple, si on regarde Édouard VII, voilà, donc vous voyez ici là, la foule à Windsor, qui, pendant que le saccage d'Édouard VII est amené à Windsor, on voit aussi la foule pour les funérailles donc c'est la diapositive suivante de George V, George VI. Alors les funérailles de Diana, c'est un cas un peu particulier, bien sûr, puisque Diana n'était plus techniquement membre de la famille royale, puisqu'elle avait divorcé en 1996, même si dans l'accord de divorce était spécifié qu'elle pouvait être à l'occasion considérée comme étant membre de la famille royale et qu'il était parfaitement acceptable de l'appeler Madame, comme toutes les femmes de la famille royale, mais bon, elle était quand même au moins à la marge, à la périphérie. Mais bon, donc là, c'est un cas particulier compte tenu de la popularité mondiale de la princesse Diana. Mais vous voyez que pour George VI, il y a un monde fou, si vous prenez l'expression, et c'est la même chose pour les funérailles de la reine-mère. Donc là, on a, bon, donc Elisabeth, on a quelque chose qui, après 1837, l'accession au trône de Victoria, chose qui change considérablement. D'ailleurs, même s'il y a autant de monde pour les funérailles de Victoria, c'est parce qu'il y avait quelques événements auparavant, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festifs. C'était les jubilés d'or 1887 et de diamant 1897, où il y avait une intense participation de la population, comme on l'a vu pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II au mois de juin 2022, avec toutes les street parties, les repas de rue, les repas de quartier, les feux d'artifice, les feux de joie, les rues pavoisées, les arcs de triomphe fleuris, etc. Donc, on a cru comprendre que Louis XI n'était pas très populaire au moment de sa mort et que donc la participation du public ou des Français a été réduite au minimum. Et on peut peut-être penser aussi à un exemple français récent avec l'hommage qui a été rendu par les Parisiens à Jacques Chirac au moment de son décès, qui montre peut-être une forme de permanence dans certains rites. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le souvenir et la permanence dans le temps de la présence du souverain, en s'intéressant à la question du choix de la sépulture, qui est quelque chose qui prend une grande importance, et on va même découvrir que certains souverains ou certaines dynasties, eh bien, quelque part, suppriment cette sépulture. Donc on va commencer par Louis XI et son choix. Alors, je change de diapo. Changer. Donc, effectivement, le choix de Louis XI, d'abord le choix, alors c'est l'autre. L'autre, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Alors, vous descendez. Voilà. Donc, Louis XI, non seulement a dit explicitement qu'il ne voulait pas être à Saint-Denis, et qu'il voulait choisir, il a choisi donc d'être enterré dans l'église de Notre-Dame de Cléry. Notre-Dame de Cléry n'est pas une simple église. Amable a dit que, bon, voilà, on a vu, c'est une ancienne dévotion des prédécesseurs capétiens et valois. Et Louis XI a tout fait pour non seulement agrandir, enrichir l'église, et il a même exprimé ouvertement en 1467, c'est-à-dire bien avant sa mort, 1483, qu'il voulait que Cléry ressemble à une sainte chapelle, comme la Sainte Chapelle
de Paris. Donc ce n'est pas une simple église de campagne, comme on a pu dire quelquefois, le goût simple de Louis XI, pas de décorum, pas du tout. On est dans une église qui est comme la Sainte-Chapelle de Paris, avec y compris une relique de la Passion, qui est la caractéristique principale de la Sainte-Chapelle voulue par Saint Louis. Alors on est en rupture totale. On est en rupture totale. D'abord, il y a le gisant qui est allongé. Là, il est le premier à vouloir être représenté en orant, c'est-à-dire en train de prier à genoux. Mais les ruptures, donc c'est le lieu, c'est le monument lui-même sur la tombe, un orant et non pas un gisant. Et il y a tout ce croquis qui est resté un petit peu abîmé, comme vous voyez, mais avec des commentaires en haut et en bas, parce que Louis XI est un roi qui est très impérieux et il a suivi tout le contrat. Il faut ceci, il faut qu'il ait, on le dit il veut qu'on montre qu'il n'est pas chauve. Bon. Il faut lui faire des cheveux. Il veut qu'on voit le collier de l'ordre de Saint-Michel. Il trouve que là, il n'est pas très bien visible, effectivement, il n'est même pas trop visible. Il veut la longueur de l'épée. Enfin, tout est extraordinairement précis. Le troisième rupture, c'est évidemment le matériau. Il voulait que ce soit en bronze doré et non pas en marbre. En bronze doré. Donc il veut une visibilité dans la pénombre de l'église de Créteil. En quatrième, il veut que son visage soit ressemblant, mais rajeuni, d'où les cheveux, etc. Et en cinquième, le vêtement, il veut être habillé non pas en vêtement royal, mais en chasseur. Il est habillé ici en chasseur, pourpoint court, chausse, et il ne veut pas d'attributs royaux, pas de couronne, pas de manteau royal, pas de sceptre, pas de main de justice, dont on parlait tout à l'heure, mais le collier quand même de l'ordre de Saint-Michel, donc comme un chevalier de l'ordre de Saint-Michel qu'il a lui-même créé en 1469. Donc c'est incroyable, cette rupture. Bon, qu'il soit en rupture, on le sait, hein, c'est un roi qui fait les choses différemment, sans tenir compte des traditions, mais pas toujours. Aimable disait tout à l'heure que c'est un roi soldat, et c'est vraiment très important parce que ce n'est pas toujours ce qui est dit sur ce roi. On le voit comme l'araignée, l'universel araigne. Il est un roi soldat et il a l'honneur du soldat. Mais là, il est en rupture. Évidemment, il y a des explications, et c'est le travail de l'historien d'essayer de trouver une explication à tous ces ordres jusqu'au bout, ressemblants mais rajeunis. Elle existe encore, elle a disparu? Alors, les pauvres historiens sont un peu tristes, enfin ils sont tristes lorsqu'ils voient ce croquis, qui n'est pas un dessin, qui est un croquis, et avec les annotations. Le monument a été réalisé, on a même le contrat, parce qu'il y a eu plusieurs devis. Louis XI trouve que c'est trop cher, on trouve un autre devis, mais il veut quand même que ce soit bronze doré, donc ça coûte quand même un certain coût. Mais le monument a été détruit au moment des guerres de religion, il a été fondu, bronze doré, et Louis XIII a voulu qu'il y ait un autre monument, et c'est celui qu'on voit aujourd'hui. Et alors, je ne l'ai pas mis, mais alors c'est affreux. Le pauvre Louis XI est représenté avec une fraise, donc il est habillé à la manière du temps de Louis XI ou d'Henri IV, enfin, mettons de Louis XIII ou d'Henri IV, et puis il est chauve, et puis il est en manteau royal. Enfin, il a voulu représenter son ancêtre, si on peut dire, comme il doit être représenté, c'est-à-dire en roi, habit royal, mais en train de prier. Donc c'est pas du tout, l'archéologie ne nous aide pas, mais heureusement, on a ce croquis, des commentaires, et puis tout ce que Louis XI a laissé en disant qu'il voulait, et il l'a répété, X fois pendant son règne, de 1467 jusqu'à la fin. C'est aussi peut-être ce qu'on retrouve dans le monument à Louis XVI qui a été fait par Louis XVIII à Saint-Denis, où le roi Louis XVI est représenté en costume de sacre, en orant avec la couronne sur la tête, et Marie-Antoinette à côté est habillée avec la mode du temps. Voilà, avec une robe empire ou du début du XIXe siècle qui ne correspond pas au moment de sa vie. Alors, monsieur Sabatier, les Bourbons français ont une spécialité, c'est que l'art funéraire, visiblement, ne les intéresse pas. Oui, je vais revenir une seconde sur ce que vous venez de dire.
car il va prendre le contre-pied de ce que je vais dire maintenant. Louis XVI a bel et bien eu des funérailles. En 1815, au moment de la Restauration, Louis XVIII a fait procéder à des recherches et à des fouilles, car on connaissait bien sûr l'endroit où les décapités avaient été inhumés, et dans les fouilles qui ont été entreprises à ce moment-là, à partir de certains indices de vêtements ou d'autres indices personnels, on pense avoir exhumé les os de Louis XVI et de Marie-Antoinette. C'est là où se trouve la chapelle expiatoire à Paris aujourd'hui. Oui. Alors tout ceci a été mis en valeur d'une façon extraordinaire par Louis XVIII, qui a fait procéder à des funérailles comme les rois de France n'en avaient jamais eu auparavant, c'est-à-dire de voir sur un immense catafalque 2 tombeaux côte à côte, dans le style troubadour, si on peut dire, et tout ceci est entré à Saint-Denis. On a beaucoup d'iconographie là-dessus. Comme c'est une iconographie de commande, on a l'impression que la foule s'est précipitée tout autour dans des gestes de dévotion. La presse hostile décrit au contraire que tout le monde rigolait et que ça n'a pas fonctionné. Il est probable que les deux ont marché à la fois, les fidèles et les critiques. Et à la suite de ça, on a créé à Saint-Denis, ce qui est encore, ce portrait dans le style troubadour de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Je vais passer à la question qui a été posée, mais auparavant, j'ajoute un petit bémol à ce que je disais tout à l'heure. La foule n'était pas présente à Saint-Denis au moment des funérailles du roi, mais il y avait très traditionnellement une sorte de réitération des funérailles royales à Saint-Denis quelques semaines plus tard, où l'on transportait le service des menus plaisirs qui se chargeait de la mise en scène des cérémonies monarchiques. On démontait tout ce qu'il y avait à Saint-Denis, on le remontait tout à Notre-Dame de Paris, et là, devant effectivement un cercueil vide, mais avec toute la pompe et tous les apparats de Saint-Denis, les Parisiens pouvaient voir et assister d'une certaine manière à des funérailles du roi. Donc tout ceci est à regarder dans le détail, qui assiste, qui n'assiste pas, à quel moment et où. Mais je reviens à la question qui a été posée et qui fait véritablement l'originalité de la dynastie des Bourbons au XVIIe, XVIIIe siècle, et qui fait aussi un casse-tête pour les historiens, c'est qu'il n'y a plus de monuments funéraires pour les rois de France à partir de l'avènement des Bourbons. En effet, lorsque Henri IV a été assassiné, son cercueil, son corps a été transporté à Saint-Denis dans le caveau des Bourbons, qu'on appellera caveau des Bourbons, qui pour le moment s'appelait le caveau de cérémonie, et on a simplement disposé dans le chœur de Saint-Denis une caisse couverte de velours noir, avec couronne, sceptre et main de justice, et une lampe qui brûlait à côté, et qui était la représentation de Henri IV. Il a fallu faire vite, et on peut penser que tout ceci a été réalisé dans l'improvisation, car en même temps, il s'agissait de préparer le sacre du roi, Louis XIII, et il s'agissait aussi de calmer les oppositions qui se manifestaient. Mais ce provisoire a duré à travers tout le XVIIe siècle. La reine, Louis XIII, sont saisis sans cesse de reproches. On leur reproche de ne pas faire édifier, comme leurs prédécesseurs l'ont fait, un grand monument. On a toute une série de projets qui n'ont pas été réalisés. La question est de savoir pourquoi. Les interprétations peuvent varier là-dessus. Vous trouverez, écrit par Jean-Marie Le Gall, un très beau texte, plusieurs fois, sur ce désir des Bourbons de ne pas
vouloir être représenté individuellement dans la mort. C'est ce qu'il appelle la théologie du vide, si vous voulez. Je pense que cette interprétation est une interprétation de Jean-Marie Légal. Je ne suis pas absolument sûr que c'est ce que les Bourbons ont pensé. Le débat est ouvert. C'est qu'à certain, plus de tombeaux, avant le tombeau de Louis XVI et de Marie-Antoinette, plus de tombeaux. Mystère pourquoi. Donc, par contre, voilà comment ça se passait. Quand le roi était inhumé, son cercueil était à Saint-Denis, déposé à l'entrée du caveau des Bourbons. Voilà. Et lorsque le roi successeur était mort, on le déplaçait, le prédécesseur, de l'entrée du caveau pour le descendre tout à fait au fond. Et là, il rejoignait au fond le cercueil des rois et des reines, ses prédécesseurs, le plus près possible du tombeau de Saint-Denis. Il fallait être inhumé le plus près possible du tombeau des saints. Et ensuite, toujours dans ce caveau des Bourbons, placé sur des tréteaux, il y avait de simples cercueils avec le nom de la personne qui était dedans, et chronologiquement, par ordre de décès des membres de la famille royale, la collection pouvait s'agrandir en direction donc de l'entrée où le roi prédécesseur attendait son successeur tranquillement. Louis XV a ainsi attendu Louis XVI qui n'est jamais venu. Mais il y a ce système assez extraordinaire disons, d'une sorte de nécropole pour les Bourbons où c'est tout le sang de France qui est collecté, si on peut dire, par Louis XIV ici, comme s'il s'agissait dans l'idéologie des Bourbons de ne pas individualiser après la mort le tenant du pouvoir, celui qui incarnait le pouvoir. L'incarnation, c'est le vivant qui la représente, mais le mort, lui, il est mort. Et donc, le roi de France vit toujours au présent. Et donc, physiquement, les Bourbons leurs cercueils sont descendus dans la crypte et reposent sur des tréteaux. Voilà. Et aujourd'hui encore, quand vous allez à Saint-Denis, vous pouvez voir dans une des cryptes des Bourbons du XIXe siècle dont les cercueils sont encore posés sur ces tréteaux. Alors, si on passe au Royaume-Uni, on peut peut-être considérer qu'on a un passage du public au privé au cours de la mise au tombeau, si je puis utiliser cette expression. On a vu le cercueil d'Élisabeth II disparaître par un système de, j'ose pas dire monte charge parce que c'est irrespectueux. Non, c'est l'escalier électrique. Voilà, ascenseur électrique. Un ascenseur électrique. Là, sur la petite infographie que vous avez, donc vous voyez effectivement l'ascenseur electric lift qui ensuite mène à la voûte royale. Et que donc on a un passage du public au privé au moment de la mise au tombeau, puisqu'on retire les régalias qui étaient posés sur le cercueil. On a mis une sorte de petit fanon rouge dont j'ai pas bien compris le sens, où il y a un personnage important de l'administration royale qui brise une baguette pour marquer la fin effective du règne, peut-être, quelque part. Et puis, Élisabeth II se retrouve avec le duc d'Édimbourg, son père, sa mère et sa sœur, comme dans un caveau de famille classique. Tout à fait. Alors, donc, le sceptre blanc qui est brisé, c'est le Lord Chamberlain qui le brise, et ça marque la fin de son service officiel au service de la reine. Oui, alors, donc là, depuis le règne d'Édouard VII, il y a effectivement donc cette voûte royale. Donc, je vous disais sur l'infographie, vous voyez l'ascenseur électrique, et en fait, il y a donc sur notre gauche de l'ascenseur électrique, il y a la voûte royale, où dans ce que se trouve un certain nombre de cercueils de souverains britanniques. Néanmoins, vous voyez, tous ne sont pas enterrés là. Vous voyez donc la tombe de Henri VI qui est juste à côté du grand hôtel de la chapelle Saint-Georges, les tombes de Henri VIII et de Charles Ier. Et puis la reine, enfin d'abord c'est le prince Philippe, ensuite, plus exactement, le prince Philippe a été enterré donc dans la chapelle mémoriale de Georges VI, où donc il a retrouvé les cercueils de Georges VI, la reine Élisabeth et de la princesse Margaret, et
la reine Elisabeth II a été enterrée également ici. Donc c'est vraiment la chapelle du noyau familial. Hein. Vous savez que George VI qualifiait sa famille de nous quatre, hein, we four. Donc lui, son épouse et leurs 2 enfants. Bon, il y a ensuite l'adjonction de Philippe Mountbatten. Mais donc géographiquement, ils sont à part du reste des souverains britanniques. Et le dernier grand monument funéraire, c'est Victoria. Alors. Voilà, le dernier grand monument funéraire, c'est le Victoria Memorial. Donc, du coup, je réalise que j'ai pas mis de photo et on ne le voit, pas. Mais donc oui, vous l'avez forcément vu. Donc le Victoria Memorial, qui est au milieu du sens giratoire, qui est devant la façade est du palais de Buckingham. C'est une grande statue de marbre blanc qui a été inaugurée en 1911, si je ne me trompe pas, et qui sert en particulier comme soubassement. Ça avait servi comme soubassement lorsqu'il y avait les grands concerts de musique populaire pour les jubilés de platine, mais aussi de diamant et encore d'or de la reine Elisabeth II. Et pour l'instant, je n'ai pas entendu dire qu'on envisage une statue commémorative comparable à celle-ci pour la reine Elisabeth II. Cependant, la décision de construire cette statue, ce monument commémoratif avait été pris dans l'année qui avait suivi la mort de la reine Victoria. Donc, bon, parce que préjuger de l'avenir. Si on compare le Royaume-Uni avec d'autres souverains régnants européens, la reine Margrethe II du Danemark s'est fait préparer une sorte de monument avec une sorte de capsule en cristal dans lesquelles sont représentés les régalias posés sur des pierres venues des 4 coins du royaume, etc., qui semblent peut-être aujourd'hui un peu décalés par rapport aux autres souverains d'Europe qui, dans la mort, cherchent à montrer une forme peut-être de simplicité. Oui. Bon, après, c'est Margrethe II. Voilà, la famille royale de Danemark est tout à fait estimable. Elle est liée au Windsor depuis que Édouard VII, le prince avait épousé Alexandra de Danemark. Bon, mais dans les dynasties européennes, c'est quand même la dynastie britannique qui a quand même le passé le plus prestigieux, au moins à la période contemporaine. Je ne me prononce pas sur les Habsbourg de l'époque. Mais c'est-à-dire que de l'époque moderne. À l'époque de Louis XI, le caveau c'est un moyen de montrer sa magnificence et de faire preuve c'est un moyen de montrer son pouvoir même après la mort. Non, je ne crois pas. Je pense que ce fameux orang habillé en chasseur, c'est et avec une statue autour de laquelle on peut tourner, donc une statue dite en ronde bosse, on peut tourner, et qui, lui, dans l'église Notre-Dame de Cléry, non, je crois que c'est plutôt pour développer la mémoria, donc la mémoire au sens religieux, c'est-à-dire que les gens viennent à l'église, comme il y avait un pèlerinage, on le disait tout à l'heure, et les gens viennent et prient pour lui. Il avait besoin de prières. Il avait demandé à ce que le statut soit placé bien en face, justement, de la statue de la Vierge, statue miraculeuse de la Vierge. Donc, développer cette prière des vivants pour les morts. Bon, c'est la communion des saints, qui est un des dogmes du credo. Et c'est pas du tout magnificent, pas du tout. Mais en revanche, il y a beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une prière continue pour le roi et la dynastie, mais pour le roi précisément. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'inciter les gens à prier pour soi, c'est-à-dire quelque part à prononcer peut-être le nom du roi, c'est un moyen de se prolonger dans l'au-delà ? C'est un moyen de quitter le plus vite possible le purgatoire, peut-être. Oui, sûrement. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie de vos interventions. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Donc, on va vous envoyer des micros. Ça fonctionne ? Oui, bonjour. Merci pour ces exposés passionnants. Je suis extrêmement étonnée que dans aucune de vos interventions n'a été mentionnée la dimension militaire de l'hommage. Je pense que c'est une des choses qui a été, Philippe, les plus
extraordinaire dans les obsèques d'Élisabeth II que nous avons pu suivre l'année dernière. Je vais juste rappeler que l'hommage national, c'est quelque chose qui est extrêmement réglé, notamment en France. Quand l'hommage national est décrété par le président de la République, c'est le gouverneur militaire de Paris qui prend la main et qui les organise du début à la fin. Que le président de la République, comme le roi d'Angleterre, est chef des armées, et qui a une dimension très importante des armées qui sont la représentation de l'État et la représentation de la nation. Si vous vous souvenez des obsèques de François Mitterrand, pour prendre un cas français récent, à Paris, son cercueil est porté par des élèves de Saint-Cyr, Couët-Quidan, de Naval, de l'école de l'air et de Polytechnique, et à Jarnac, il est porté par la garde républicaine. C'est aussi ça qui fait que, rappelez-vous, les obsèques de Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne, son cercueil est porté par la garde républicaine et c'est la musique de la garde républicaine qui joue. Même si elle ne joue pas de la musique militaire, c'est quand même la garde républicaine qui est présente. Donc l'hommage de la nation, il passe par la présence de l'armée, qui est sa représentante, qui est la représentante de l'État, la représentante donc de la nation. Et c'est une dimension, pour la période médiévale et moderne, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne me prononcerai pas plus, mais il me semble que, en tout cas, les images que nous avons vues pendant plusieurs jours des obsèques d'Élisabeth II mettraient bien ça en valeur. Hein. Les militaires étaient partout, avec un cérémonial extrêmement précis, avec un sens extrêmement précis. Voilà. C'est juste que cet étonnement de n'avoir à aucun moment entendu parler de la présence des militaires dans ces obsèques. Si, j'ai quand même, quand je parlais des obsèques de Victoria, j'ai quand même rappelé que l'affût de canon était tiré par des marins. Et que certes, non, mais dans le rôle de l'hommage national, il est rendu par l'armée, en fait, par la représentation de l'armée. Enfin, je sais qu'en France, l'hommage national, il repose au départ sur un hommage à des militaires, effectivement, dans le cadre des invalides, oui, etc., mais quand vous avez un hommage... été développé vers des personnalités dont on ne sait pas bien ce qu'elles sont, en fait, vu la définition. Mais l'hommage national est décrété par le président de la République pour des civils ou des militaires. Quand c'est les obsèques du président de la République, l'hommage national est décrété par le président du Sénat avec des directives données par le chef du gouvernement, et c'est le gouverneur militaire de Paris qui met en musique les hommages. Toujours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis je crois qu'on s'arrêtera là. Oui, bonjour, merci pour toutes ces belles présentations. Juste, moi, j'ai été très frappée sur, justement, je vais mettre 2 points en relation. Pour les obsèques de la reine Elisabeth, ces militaires de 2 corps différents qui encadraient justement pendant la présentation du cercueil Elisabeth reprenaient, donnaient l'aspect physique de ce qu'on retrouvait dans les sépultures de la dynastie des Angevins de Naples, où le cercueil est entouré par 4 vertus, qui sont les vertus cardinales, et ça va être une typologie funéraire qu'on va retrouver justement après Louis XI. Et je me demandais si cette tradition, si ce moment en Angleterre où le cercueil est entouré par ces 4 gardes, et puis au début il y a les enfants qui ont pris la position aux 4 angles du cercueil, si c'était une tradition ancienne anglaise, si les autres souverains, lors de la présentation du cercueil, bénéficiaient aussi de cette garde. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut le mettre en lien avec des monuments funéraires qui sont, par exemple, la tombe de Louis XII est entourée par 4 personnages à chaque angle. Enfin, c'est une typologie funéraire. Voilà, du coup, c'est pas les militaires, là, ce sont les vertus. Et visuellement, c'était très frappant cette ressemblance entre la présentation du tombeau du cercueil de la reine Elisabeth avec cette typologie funéraire monumentale. Et donc, est-ce que c'est une tradition normale pour l'Angleterre
d'avoir le cercueil encadré par les gardes pendant la présentation. Alors, on va faire 2 réponses rapides, une de une la part médiévale du Moyen-Âge et une contemporaine. Alors c'est vrai, vous avez raison, le tombeau de Louis XII est tout à fait étonnant, avec trois niveaux. Et vous avez parlé des vertus, vous avez raison, il y a aussi toutes les victoires, hein, il y a toute l'histoire militaire, mais en l'occurrence, c'est militaire. Pour Louis XI, il n'y a pas ça, il y a des écussons, il n'y avait pas des vertus, il y avait des écussons aux armoiries de France qui finalement avaient été prévues et qui ont été réalisées, mais fondues encore parce que en bronze et émail. Non, il n'y a pas les vertus. En revanche, je pense à une chose que j'aurais dû vous dire, c'est que le fait qu'il soit habillé en chasseur, bon, il est chasseur de Dieu, hein, d'une certaine manière, mais la chasse, c'est aussi l'allégorie de la paix, puisque lorsque le roi chasse, ça veut dire qu'il n'est pas à la guerre. Donc s'il est représenté en chasseur, c'est que le royaume est en paix, et le royaume est en paix, effectivement, depuis décembre 1482. Alors pour la Grande-Bretagne, non, la veille des princes, c'est donc depuis le règne de George V. Et pour ce qui est des régiments qui entourent le roi, ce sont les régiments les plus prestigieux de la garde royale. Mais c'est une tradition ancienne. George V, c'est 1936. Je vous remercie. Oui, ce sont des traditions inventées. Merci. Écoutez, merci d'être venu, d'être resté, de nous avoir écoutés. Et nous vous souhaitons une bonne continuation à Blois.